les puits de carbone ne vont-ils pas absorber le surplus de CO2? L'homme n'est bien entendu pas la seule source de CO2 à alimenter l'atmosphère. De manière parfaitement naturelle, et ce depuis des milliards d'années, l'atmosphère échange du carbone avec d'autres stocks de carbone existants sur Terre, contenus dans les réservoirs où ce carbone est présent sous une forme ou sous une autre. Voici la représentation des stocks de carbone sur Terre susceptibles d'alimenter des échanges à l'échelle du siècle. Ce diagramme ne représente donc pas le carbone contenu dans le calcaire, qui est de très loin le stock le plus important de la planète, et des flux annuels de carbone, le tout en milliards de tonnes de carbone, noté GTC. Les flux en noir représentent les échanges naturels, autrement dit, ceux qui étaient les seuls à exister avant le début de l'ère industrielle, et les valeurs en noir pour les stocks représentant l'état reconstitué de 1750, avant le début des activités industrielles. Les flux en rouge représentent l'effet des activités humaines, flux renforcés, diminués ou créés pour la moyenne de la décennie 1990. Et les valeurs en rouge pour les stocks représentent la variation de 1750 à 1994. Ce diagramme signifie par exemple, les explications complémentaires sont plus bas dans le reste de la page, que les sédiments de surface, entre parenthèses la fraction des sédiments océaniques qui sont au contact de l'eau, contiennent 150 milliards de tonnes de carbone, montant inchangé depuis le début des activités industrielles, que l'océan intermédiaire et profond contenait 37 100 milliards de tonnes de carbone en 1750, montant qui a augmenté de 100 milliards de tonnes de carbone depuis le début de l'activité industrielle, que les écosystèmes continentaux contenaient 2300 milliards de tonnes de carbone en 1750 dans les plantes, les sols, les humus, montant qui a augmenté de 101 milliards de tonnes de carbone depuis le début des activités industrielles au titre de l'accroissement de la productivité des plantes, mais qui a baissé de 140 milliards de tonnes de carbone sur la même durée à cause de la déforestation et éventuellement du déstockage d'une partie du carbone du sol. Que l'atmosphère contenait 597 milliards de tonnes de carbone en 1750, montant qui a augmenté de 165 milliards de tonnes de carbone depuis le début des activités industrielles suite aux émissions de CO2. Que le stock de combustibles fossiles, tout abrégé, pétrole, gaz, charbon, valait environ 3700 milliards de tonnes de carbone en 1750, avant que l'on ne commence à piocher dedans, et que, fin 1994, nous avions déstocké, en fait brûlé, donc avec transfert de CO2 à l'atmosphère, environ 244 milliards de tonnes de carbone. Pour info, entre 1994 et 2005, cette valeur a augmenté de 30%. Il est important de noter que les échanges naturels ou encore pré-industriels entre l'atmosphère et le reste de la planète étaient équilibrés dans cette situation. Ils montent 70,6 milliards de tonnes par an des océans et 119,6 gigatonnes par an des écosystèmes continentaux, la respiration des plantes, des animaux, des micro-organismes décomposant des débris organiques, soit 190,2 milliards de tonnes. Il en descend 70 vers les océans, 120 vers le sol, par la photosynthèse, et 0,2 sous forme de lessivage. Le CO2 atmosphérique se dissout dans l'eau de pluie, soit 190,2 également. Des échanges pré-industriels équilibrés sont bien évidemment la contrepartie logique d'une teneur atmosphérique de CO2 qui est restée constante sur plusieurs milliers d'années avant 1750. Les émissions de CO2 d'origine fossile, qui sont à 6,5 milliards de tonnes de carbone, environ 24 milliards de tonnes de CO2 par an sur ce diagramme, ce qui correspond à la moyenne de la décennie 90, sont désormais de presque 8 milliards de tonnes de carbone par an, quasiment 29 milliards de tonnes de CO2. PPB signifie productivité primaire brute. Il s'agit du produit brut de la photosynthèse. Comme l'on voit dans le diagramme ci-dessus, ces réservoirs et ces échanges sont nombreux et variés. Le plus souvent, que ce soit dans les stocks ou les flux représentés, le carbone n'est pas présent à l'état pur, mais associé à d'autres atomes. Dans les combustibles fossiles, il est associé à l'hydrogène pour former des hydrocarbures. Dans l'océan, il est associé à l'oxygène et éventuellement de l'hydrogène pour former des ions de carbonate et de bicarbonate. Dans les émissions des océans ou des écosystèmes continentaux,
il est associé à de l'oxygène pour faire du CO2 ou à de l'hydrogène pour former du méthane, et encore d'autres composés très minoritaires en masse. L'essentiel du stock atmosphérique de carbone se trouve dans le CO2, etc. Toutefois, dans ce genre de diagramme, on ne mentionne que le poids du carbone présent dans les stocks ou échangé dans les flux, pour pouvoir faire facilement des comparaisons et des correspondances. C'est le même principe que celui de la conversion en consommation d'alcool pur, lorsque l'on regarde la consommation par pays des boissons alcoolisées. L'ensemble de ces flux s'appelle le cycle du carbone, et la plus grosse partie de ces échanges est naturelle. La planète ne nous a pas attendu pour avoir un cycle du carbone. Pour autant, il est bien évidemment illégitime de déclarer d'emblée que l'influence de l'homme est négligeable avant d'avoir regardé les chiffres en détail. Pour les échanges dits naturels, la situation se présente comme suit. 120 gigatonnes dans chaque sens sont échangées chaque année entre les écosystèmes continentaux et l'atmosphère. Le flux descendant est bien entendu celui de la photosynthèse, et le CO2 consommé par les végétaux se retrouve dans le stock de carbone des écosystèmes continentaux. Le flux montant est double. Le premier terme, qui fait environ la moitié des 119,6 gigatonnes par an, provient de la respiration des plantes, qui respirent, et des animaux macroscopiques. Le deuxième terme provient de la respiration des organismes microscopiques, en particulier des micro-organismes qui décomposent les végétaux morts. C'est pourquoi on dit parfois que la moitié du flux montant provient de la décomposition des organismes morts. Ce flux est pour partie saisonnier, car il est notablement nourri par la décomposition des feuilles tombées à l'automne. 70 gigatonnes, dans chaque sens aussi, le sont entre l'océan de surface et l'atmosphère. Ici, point de vie pour alimenter les échanges. La cause est purement physique. Il se trouve que l'eau chaude dissout moins bien le CO2 que l'eau froide. Et donc, quand on chauffe de l'eau qui contenait du CO2 à la limite de sa capacité pour la température de départ, on parle d'eau saturée en CO2, elle ne va pas pouvoir garder tout ce CO2 dissous et va en recracher une partie dans l'air. Inversement, quand l'eau se refroidit, elle augmente sa capacité de stockage de CO2 dissous, et elle va donc pouvoir pomper du CO2 supplémentaire en provenance de l'atmosphère. Cette propriété que l'eau a de disposer d'une capacité de stockage de CO2 varie avec la température, fournit l'explication aux échanges avec l'océan. Là où l'eau océanique est en train de se refroidir, le flux de CO2 va de l'atmosphère vers l'océan. En pratique, ce sont donc des courants océaniques de surface en provenance des tropiques et à destination des pôles, car l'eau était chaude au départ et se refroidit, qui pompe le CO2 atmosphérique. Là où l'océan océanique est en train de se réchauffer, c'est l'inverse. Le CO2 qui devient en excès dans l'eau saturée est émis vers l'atmosphère. La boucle se boucle à cause de la circulation océanique globale. Le CO2 émis par l'eau qui se réchauffe a bien évidemment été absorbé à un moment où cette même eau était en train de se refroidir ailleurs sur Terre au sein d'un autre courant. Voici la répartition géographique des échanges mensuels de CO2 entre l'océan et l'atmosphère calculée à partir de 41 ans de mesure du pH de l'eau de surface et de la vitesse du vent. Les cases jaunes, rouges, correspondent à un flux montant de l'atmosphère et les cases vert-bleu à un flux descendant. Il est facile de constater que le flux montant prend essentiellement place dans le Pacifique Est, là où les eaux froides et profondes de la circulation océanique mondiale montent à la surface et se réchauffent, larguant alors du CO2. A l'inverse, les courants de surface où l'eau se refroidit, dont le Gulf Stream, à droite de la planisphère, sont des lieux où le flux est descendant. Dans les échanges, on a aussi 40 à 50 gigatonnes dans chaque sens, qui sont échangées entre l'océan de surface et la vie marine, laquelle, soit dit en passant, représente un stock de carbone ridicule, 3 milliards de tonnes, quand la vie terrestre en fait 1500. Le principe est le même que sur Terre. Les organismes marins, végétaux, algues et phytoplancton essentiellement consomment du CO2, dissous dans l'eau certes, ce qui constitue un puits. Ces organismes sont ensuite mangés, vivants ou morts, par des animaux qui respirent, première source de CO2, soit meurent sans être mangés. Dans ce dernier cas, leurs restes sont alors pour une petite partie entraînés vers les fonds marins où ils sédimentent et où alimentent la vie anaérobie, ce qui produit alors du méthane, et pour l'essentiel décomposé par des micro-organismes anaérobies dont la respiration restitue du CO2. Si l'homme n'a pas créé le cycle du carbone, il a rajouté ces échanges qui font toute une différence dans le cadre du changement climatique.
Il y a d'abord les ajouts directs. L'émission dans l'atmosphère, environ 6,5 gigatonnes par an en moyenne sur la décennie 1990. Désormais, nous sommes presque à 8, dû à la combustion des énergies fossiles et à la production de ciment. 1,5 gigatonnes environ dû à la déforestation. L'essentiel de cette dernière est dû à un défrichement pour obtenir de nouvelles terres à vocation agricole, champs ou pâtures, ce qui engendre 2 flux de CO2. L'essentiel du bois coupé en pareil cas est brûlé, et souvent le défrichement se fait par le feu, ce qui concourt directement à des émissions de CO2.